Alors, le Vietnam a mené la restriction du système administratif, considéré comme la deuxième révolution, et comment Eurocham et ses membres l'évaluent-ils, et comment les membres d'Eurocham ont été informés des changements apportés par cette réforme du Vietnam. Alors écoutez, l'accueil a été plutôt positif. Nous avons d'ailleurs une enquête que nous appelons l'indice de confiance des entreprises, BCI, et l'engagement du gouvernement a été généralement considéré comme un pas dans la bonne direction. 43% de nos entreprises prévoient une simplification du processus administratif à terme, notamment grâce à l'adoption des plateformes numériques et surtout à cette fameuse simplification des exigences administratives qui a été annoncée. Vous savez que le red tape, comme on dit, ça reste quand même un gros problème pour l'investissement étranger au Vietnam. 36% de nos membres ont quand même exprimé une certaine inquiétude quant à d'éventuels retards pendant cette transition. Mais bon, restons optimistes. Alors, comment nous l'avons appris? Ben, écoutez, nous avons eu le privilège d'avoir une séance de travail avec le Premier ministre le dimanche 2 mars, qui a reçu donc Eurocham. Nous étions à plus de 50 participants, y compris d'ailleurs les ambassadeurs tant de l'Union européenne que de la plupart des États membres. Et nous avons eu un dialogue avec lui et ses deux vice-premiers ministres, ainsi que la plupart de ses services, où il a tenu à présenter cette réduction de la charge administrative pour stimuler l'investissement, qui est quand même le but de toute cette réforme. À la suite de ça, nous avons organisé des événements pour l'information de nos membres, etc. Bon, il est clair qu'à ce stade, il s'agit d'intention. Évidemment, il restera à voir à l'épreuve du réel si ces intentions se traduisent par des améliorations concrètes, mais l'intention en tout cas est là. Alors, c'est justement quels changements attendirez-vous après la réforme du Vietnam et aussi après la réunion avec le Premier ministre vietnamien? Bah, si vous voulez, la caractéristique principale, c'est quand même une réduction assez significative des ministères. Il a fusionné plusieurs ministères, par exemple l'agriculture et l'environnement, ce qui d'ailleurs montre quand même une certaine démarche et un attachement à couvrir la transition et la transformation de l'économie vietnamienne, où par exemple le ministère de la planification a été fusionné avec celui des finances. Donc je crois qu'il passe de 18 ministères à 14. Donc, il y a une volonté de simplification. D'autre part, il cherche aussi à décentraliser. Donc, une partie des procédures seront appliquées au niveau local des provinces. Il y a une soixantaine de provinces au Vietnam. Donc, ça nous permettra d'être plus près du décideur. Mais grosso modo, le but, c'est quand même une réduction des procédures administratives. Le but est de réduire d'environ 30% l'ensemble des procédures et aussi d'accélérer les procédures elles-mêmes. Donc 30%, c'est quand même significatif. Nous sommes donc pleins d'espoir. Alors, cette réforme est une condition préalable pour que le Vietnam attire les investissements étrangers, mais vu des investisseurs étrangers, quelles autres conditions seraient nécessaires pour que le Vietnam puisse affirmer sa position de centre d'investissement en Asie du Sud-Est, comme l'ambition du gouvernement vietnamien? Comme je vous le disais, ce que nous attendons est la condition principale pour nous, pour ce qui est de stimuler l'investissement européen au Vietnam, c'est quand même l'allègement des procédures, mettre fin à une certaine complexité et un émiettement entre différentes agences, tant au niveau national qu'au niveau local. C'est parfois un véritable maquis. Et en plus, les procédures s'accumulent, donc vous devez passer un certain nombre de seuils. Donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel
cette réforme. Alors au-delà, bon, évidemment, comme vous le savez sans doute, le Vietnam et l'Union européenne ont récemment conclu un accord de libre-échange qui est dans sa phase de mise en œuvre et nous attendons donc aussi que la mise en œuvre nous permette de vraiment libéraliser les conditions d'accès au marché et aussi le fonctionnement de nos entreprises qui résultent d'investissements au Vietnam. À cet égard, malheureusement, nous n'avons toujours pas obtenu la ratification de l'accord sur la protection des investissements qui, comme vous le savez, requiert la double ratification de l'Union européenne et des États membres. Et nous attendons encore une dizaine d'États membres qui doivent donner leur ratification. Pour ce qui est de l'accord de libre-échange proprement dit, ce qui est important, c'est qu'il soit appliqué dans l'esprit comme dans la lettre, c'est-à-dire qu'il faut éviter que l'abaissement des droits de douane soit entravé ou voire compensé par une hausse des taxes intérieures ou des entraves techniques aux échanges. Vous pouvez nous dire, c'est dans quel domaine et dans quelles industries au Vietnam les membres d'Eurojam investissent et pourraient investir à l'avenir, vu du contexte actuel avec les taxes douanières des États-Unis? Comme nous représentons l'ensemble des entreprises européennes, c'est à l'échelle de l'Union européenne. En fait, nous couvrons un très vaste champ d'activités. Rien qu'au niveau d'Eurojam, nous avons une vingtaine de comités sectoriels. Ça va de la pharmacie, bien sûr, l'agriculture, les vins spiritueux, l'électronique. Donc, on couvre très largement le spectre, tant au niveau de l'import, parce que nous regroupons à la fois des entreprises qui exportent vers le Vietnam, et puis nous avons aussi une part importante de nos membres qui, eux, fabriquent au Vietnam et réexportent soit vers l'Union européenne, soit vers marchés tiers. Alors, en ce qui concerne la production au Vietnam, évidemment, le secteur roi, ça reste quand même l'électronique. Vous savez que le Vietnam a pris une position importante là-dessus. Je crois que c'est même le premier poste d'exportation. Je crois qu'ils ont même dépassé l'agriculture. Et même si l'Europe est peut-être moins présente dans ce secteur, il y a encore beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Puis il y a aussi toute la problématique de la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Vous savez ce qu'on appelle le Green Deal, que nous essayons d'incarner et de représenter ici au Vietnam. Et je dois dire qu'à cet égard, le Vietnam a pris une position un peu de leadership par rapport aux autres pays en développement de la région. Donc, ce sont les secteurs dans lesquels nous investissons plus particulièrement. Nous avons un comité sectoriel Green Growth, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut le traduire, la croissance verte, mais qui est très actif. Nous dialoguons beaucoup avec les autorités vietnamiennes qui sont par exemple en train de moderniser leur secteur de l'énergie en stimulant les énergies renouvelables, même si on part quand même d'assez bas. Mais toutes nos entreprises se sont focalisées, beaucoup d'entre elles, sur ce genre de secteur porteur d'avenir. Et il semble que Madame Ursula von der Leyen effectue un voyage au Vietnam. Et pensez-vous que ce voyage sera pour bientôt? Oui, bah écoutez, nous espérons tous que Madame von der Leyen viendra nous visiter bientôt. Je crois que le Vietnam est un acteur important du commerce international et notamment du partenariat entre les pays développés comme l'Union européenne et les nouvelles économies qui montent en puissance comme le Vietnam. Et je crois que par les temps un peu troublés que nous vivons, c'est important de rappeler l'attachement au système du commerce international basé sur un cadre juridique prévisible et multilatéral
les règles de l'OMC, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accord de libre-échange. C'est très important. Et alors, effectivement, cette visite de Madame van der Leyen symboliserait un petit peu. En plus, il ne faut pas oublier que le Vietnam, c'est 100 millions d'habitants. C'est un pays avec un gros potentiel et donc c'est un acteur clé dans la division internationale du travail. Alors nous espérons non seulement la visite de Madame van der Leyen, mais aussi du commissaire au commerce, Maroš Šefčovič, qui pourrait venir pour le lancement. Nous avons tous les ans un livre blanc dans lequel nous présentons des suggestions aux autorités vietnamiennes pour améliorer les échanges et les investissements entre l'Union européenne et le Vietnam. Et nous espérons cette année avoir son haut patronage. Donc, vous voyez, les choses se mettent en place avec le Vietnam dans la dynamique qui a été ouverte par cet accord de libre-échange qui a été ratifié en 2019-2020 et qui continue à produire lentement mais sûrement ses effets. Bien sûr, il y a le cadre international qui est un peu difficile, mais je crois que l'Union européenne doit réaffirmer son attachement au cadre multilatéral basé sur des règles juridiques prévisibles et fiables, parce que pour nous, entreprises européennes qui sommes très loin de l'Europe, c'est essentiel d'avoir ce cadre stable et prévisible et de ne pas être soumis à des événements, des foucades, je dirais, qui déstabilisent. Vous prenez quand vous investissez surtout à l'étranger, c'est quand même des sommes assez importantes. Il faut plusieurs années pour amortir l'investissement. C'est très important d'avoir cette confiance. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacques Boufflet, vice-président de l'Eurocham au Vietnam. Merci beaucoup.